Comment passe-t-on de l'entreprise à la philosophie? Eh bien, en ce qui me concerne, parce que peut-être mon expérience particulière n'a-t-elle pas une vocation à être comprise comme universelle, mais en tout cas d'abord par une sorte de remise en cause critique de mon métier, de mon travail, peut-être liée à l'âge que j'avais. J'avais 40 ans au moment où j'ai décidé de me lancer dans cette reconversion professionnelle. Donc peut-être ai-je subi ce qu'on appelle la crise de la quarantaine. Mais en tout cas, donc une remise en question qui m'a conduite à vouloir réfléchir à ce que je faisais. Et donc le plus simple pour ça, c'était de reprendre des études de philo. Je ne savais pas à l'époque que ce changement m'amènerait au bout d'un doctorat. Le bricolage s'oppose à la logique d'ingénieur. La logique d'ingénieur, c'est ce que j'identifie comme la matrice justificatrice des sous-bassements de notre monde tel qu'il est, de l'ordre du monde, sous-bassements qui sont liés à des processus tels le productivisme, tel l'extractivisme, mais aussi le néo-management, la logique algorithmique, ou encore d'ailleurs la dérive épistocratique de nos sociétés démocratiques. Et donc la logique d'ingénieur, eh bien, c'est cette logique qui subordonne les moyens à la fin. La logique selon laquelle la fin justifie les moyens. Et il me semble que cette logique qui triomphe, disons, depuis la modernité, est aujourd'hui encore hégémonique et eh bien, nous conduit dans l'impasse structurelle, écologique, économique, sociale que nous connaissons tous et sur laquelle je pense qu'il n'est pas besoin de revenir. Et donc la logique du bricolage, eh bien, ce serait une logique alternative qui s'opposerait à cette logique d'ingénieur. Bricoler, c'est opposer une résistance existentielle à l'ordre des choses. C'est un mode d'être au monde que je n'invente pas complètement parce qu'il a été en fait décrit par Claude Lévi-Strauss dans un article qu'il a publié en 1962 dans son recueil La pensée sauvage, article qui s'appelle La science du concret et qu'il consacre à eh bien, la manière dont les sociétés qu'on disait à l'époque primitives pouvaient avoir recours à une forme de science qui n'était pas la science moderne que nous connaissons, abstraite, qui crée donc des catégories abstraites et qui fait précéder la théorie, la pratique par la théorie. Il opposait à cette science, donc qu'il nomme justement la logique d'ingénieur, une science bricoleuse, une science qui consiste finalement à faire précéder la théorie par la pratique. Il s'agit, selon lui, de mettre de l'ordre dans le monde en s'intéressant d'abord concrètement aux choses déjà là, déjà données qui sont devant soi et à les ordonner de manière provisoire et de manière, disons, pratique et non théorique. Le bricoleur tâtonne. Le bricoleur avance dans le monde d'abord en se faisant prendre par les choses avant de les comprendre. Et j'utilise une image, une figure qui me semble tout à fait exemplaire de cette démarche du bricoleur, qui est le personnage de Wall-E, qui apparaît dans le film d'Andrew Stanton qui est paru en 2008. Et eh bien, Wall-E, c'est un petit robot qui avance comme ça dans le désert, qui est programmé pour, en gros, collecter les déchets que les humains ont laissés sur la planète à ce moment-là. Le film se passe dans le futur. Et qui, d'une certaine manière, se déprogramme en décidant de se saisir des objets, de les observer, de jouer avec eux, d'établir une relation avec eux, objets, choses, déchets qui sont devant lui, mais aussi parfois êtres vivants, parce qu'il tombe de temps en temps sur un cafard, sur une plante qu'il sauve de cette manière-là. Et en établissant ce rapport comme ça pratique, cette rencontre, cette relation qui consiste, encore une fois, à se faire prendre avant de comprendre, à jouer avec les choses avant d'essayer d'établir sur elles un savoir, une connaissance, il me semble qu'il nous donne deux enseignements. Le premier, qui pourrait être très intéressant pour réfléchir de manière un peu renouvelée à la question écologique, c'est celui d'une forme de continuité dans la manière dont nous avons de nous comporter vis-à-vis des choses et vis-à-vis des vivants. Pour Wall-E, je pense qu'il s'inscrit dans une sorte d'ontologie plate où les vivants
les choses, les déchets, les ruines, les rebuts ont la même intensité, la même dignité, le même droit à entrer en relation avec nous. Ça, c'est une première chose qui me semble, et j'essaie de l'explorer dans le livre, très intéressante. Et la deuxième, c'est celle selon laquelle, eh bien, une fois que l'on s'est fait prendre pratiquement, la raison pratique d'une certaine manière peut précéder la raison théorique, et une fois que l'on s'est laissé prendre pratiquement par les objets, par les choses, par les êtres vivants qui nous entourent, eh bien alors peut s'établir une nouvelle forme de savoir, un savoir qui repose peut-être plus sur l'ouverture et la disponibilité au monde que sur la volonté de le classer et de le catégoriser. Bricoler, c'est reprendre les choses en main. Et les choses sont peut-être en train de nous échapper. Je m'appuie dans ma réflexion sur un ouvrage pour moi très important qui est paru il y a quelques années de Byung-Chul Han, de philosophe allemand, qui s'appelle La fin des choses, et dans lequel, alors sans le citer, il ne cite pas Ivan Illich, mais pour moi il s'inscrit dans la continuité de la réflexion d'Ivan Illich sur la convivialité. Donc dans cet ouvrage, ce que dit Byung-Chul Han, c'est que les choses sont en train de nous échapper parce qu'elles sont remplacées alors par deux formes d'objets. D'abord des ersatz, c'est-à-dire des choses en moins bien, des objets en moins bien, tous ces objets plastiques dont nous sommes environnés, toutes ces objets low cost que nous fabriquons et auxquels nous attachons finalement une attention très peu profonde et finalement dont nous nous détournons très rapidement. Les objets jetables, si vous voulez. Et puis, il y a une autre catégorie d'objets aussi qui ne sont plus des choses, qui sont les objets connectés avec lesquels nous communiquons. Et communiquant avec eux, nous oublions de nous comporter vis-à-vis d'eux comme vis-à-vis de choses matérielles qui résistent et auxquelles il faudrait prêter une attention peut-être plus scrupuleuse, plus curieuse et plus objective, justement. Et donc, face à ce phénomène, eh bien, Byung-Chul Han, et je m'inscris dans la continuité de sa réflexion, invite à réfléchir à la manière dont nous pourrions reprendre en main les choses, c'est-à-dire nous réintéresser, rétablir une forme de curiosité pratique vis-à-vis des objets, encore une fois, objets, mais aussi êtres vivants, mais aussi déchets, mais aussi ersatz en plastique auxquels il faut bien s'intéresser à nouveau si nous voulons eh bien, continuer de faire monde ensemble, parce que je pense que l'une des hypothèses très importantes du livre, l'opinion qui est la mienne, si vous voulez, c'est l'idée selon laquelle il n'est plus possible, évidemment, de revenir en arrière et il n'est plus possible de considérer qu'un autre monde, un monde meilleur, peut être visé aujourd'hui. Le monde tel qu'il est pour moi incurable. Il est incurable, je m'appuie sur une citation de Sioran qui n'a pas travaillé sur le bricolage, mais qui, parmi les aphorismes qu'il a pu proposer, a proposé celui-ci: être moderne, c'est bricoler dans l'incurable. Et je trouve cette phrase extrêmement puissante. J'y vois un écho très fort avec ce que nous vivons aujourd'hui. Et ce dans l'incurable me paraît déterminant pour nous situer à l'intérieur du monde et non plus au-dessus, comme nous avons prétendu nous situer depuis l'avènement de la modernité. Et il me semble que c'est en se retournant dans le monde et en le considérant comme incurable, en l'acceptant et en acceptant les choses déjà là, y compris les choses que nous regrettons, que nous avons fabriquées, que nous pourrons le sauver d'une certaine manière. Alors, avec le bricolage surgit aussi la question de la sobriété, qui est une grande question qui est posée aujourd'hui au monde, et que j'aborde plutôt sous la forme de la notion de suffisant. Je m'appuie sur ça, sur l'œuvre d'André Gortz, qui a théorisé, qui est d'ailleurs, je pense, du point de vue politique aujourd'hui, le penseur de l'écologie le plus précis, qui a théorisé la manière dont nous pourrions collectivement, démocratiquement, nous mettre d'accord sur une forme de norme de suffisant. Ce qu'il dit, c'est que l'humanité aurait, depuis l'avènement du capitalisme, d'une certaine manière perdu la capacité à se satisfaire de ce qui va bien, de ce qui est suffisant, au profit de la consommation illimitée, et que pour y revenir, il faudrait se mettre d'accord ensemble sur une nouvelle norme pour limiter nos besoins.
j'aime cette démarche, mais elle me semble problématique dans le sens où une fois que une société se sera mise d'accord sur une norme, les générations suivantes devront s'y plier sans avoir leur mot à dire. Et donc j'y vois la possibilité d'une pente un petit peu vers une dictature verte, qui est justement l'un des écueils que j'essaie avec le bricolage d'éviter. Et j'oppose à cette norme du suffisant peut-être quelque chose qui pourrait être le suffisamment bon, le good enough. Et là, je m'appuie davantage sur l'œuvre de Donald Winnicott, qui est un auteur de psychologie, un psychologue d'ailleurs, et qui, avec la good enough mother, la mère suffisamment bonne, a établi l'idée d'une mère qui ne serait pas parfaite, mais qui serait tout juste passable d'une certaine manière. Une mère dont l'attention permettrait à son enfant de se développer normalement à chaque étape de sa vie, en étant juste ce qu'il faut de bien. Et c'est-à-dire en laissant à son enfant la possibilité de se confronter au manque, en fait. Au manque, à la négativité, au désir inassouvi. Et il me semble que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il faudrait peut-être réfléchir à la manière dont collectivement nous pourrions à nouveau nous ouvrir au manque, à l'insuffisant, à une forme d'insatisfaction avec laquelle il va bien falloir vivre si nous voulons entrer dans une société écologique. Ce qui m'intéresse dans la débrouille, c'est sa dimension politique. Je m'appuie dans le livre sur un ouvrage de Sylvie Aïpam qui décrit, à travers ce qu'elle appelle la débrouille des femmes de Kinshasa, la manière dont la communauté des femmes de Kinshasa, de certaines d'entre elles en tout cas, réussissent à s'organiser économiquement et socialement pour réussir leur vie d'une certaine manière, déjà à la gagner, et aussi établir une forme de solidarité, de coopération entre elles, et ce, sous les radars du pouvoir dont il se trouve qu'il est corrompu, et qu'il ne leur donne pas de place dans la société. Et ça m'intéresse beaucoup. L'idée que donc la débrouille, que j'articule à la notion de bricolage, permet politiquement d'ouvrir des pratiques qui sont des pratiques subversives, mais pas frontales, sous-jacentes, des pratiques qui permettent de composer avec et même sans le pouvoir, à côté du pouvoir. Donc c'est une forme d'attitude critique, mais une attitude critique qui est plus proche de celle que décrit Michel de Certeau, le sociologue qui a théorisé notamment la notion de braconnage, et qui disait que quand bien même les appareils de pouvoir sont extrêmement puissants, quand bien même, alors aujourd'hui avec l'appareil algorithmique, on pourrait se sentir complètement enfermé dans les logiques de pouvoir qu'ils nous imposent, et parfois sans qu'on le voie, bien entendu, eh bien, quand bien même tous ces appareils existent et colonisent nos vies, il existe toujours des manières de faire preuve d'une forme d'inservilité, même pas volontaire, peut-être une inservilité involontaire, c'est-à-dire par nos pratiques quotidiennes, par la manière dont nous organisons, par la manière dont nous marchons dans la rue, par la manière dont nous lisons, dont nous cuisinons, par la manière dont nous exprimons, la manière dont nous habillons aussi, une façon de contredire l'ordre du pouvoir. Le bricoleur ou la bricoleuse n'est pas une personne résignée. C'est pas parce qu'on s'ouvre à ce qui est là qu'on renonce à vouloir transformer les choses. J'ai essayé de tenir les deux bouts, si vous voulez, de ce fil, en gardant, en ayant effectivement cette notion d'ouverture et de sentiments très forts que nous vivons dans un monde incurable et qu'il faut faire avec. Et en même temps, l'idée qu'il reste une sorte de réservoir de créativité, une créativité subversive, une créativité qui consiste à jouer avec ce qui est, à jouer avec le pouvoir, à le contourner, à faire preuve de ruse. Et d'ailleurs, le mot bricolage, étymologiquement,
signifie la ruse, hein, il vient de bricole qui signifiait au départ catapulte, qui ensuite a perdu cet usage à la Renaissance et qui du coup est utilisé sous la forme de ruse. Et donc voilà, c'est par cette ruse, par cette manière de faire avec et de faire sans, de construire des barricades. En effet, la barricade, qu'est-ce que c'est si ce n'est un bricolage en tant que tel, vraiment un bricolage en plus collectif, eh bien, de faire avec tout en essayant de sauver le monde.